Les caractères ou les mœurs de ce siècle. Jean de la Bruyère. Livre 5. De la société et de la conversation. 30. Je n'aime pas un homme que je ne puis aborder le premier, ni saluer avant qu'il me salue, sans m'avilir à ses yeux, et sans tremper dans la bonne opinion qu'il a de lui-même. Montaigne dirait. Je veux avoir mes coudées franches, et être courtois et affable à mon point, sans remords ni conséquences. Je ne puis du tout estriver contre mon penchant, et aller au rebours de mon naturel, qui m'emmène vers celui que je trouve à ma rencontre. Quand il m'est égal, et qu'il ne m'est point ennemi, j'anticipe sur son accueil, je le questionne sur sa disposition et santé, je lui faille offre de mes offices sans en marchander sur le plus ou sur le moins, ne estre, comme disent aucuns, sur le qui-vive. Celui-là me déplaise, qui par la connaissance que j'ai de ses coutumes et façons d'agir, me tire de cette liberté et franchise. Comment me ressouvenir tout à propos, et d'aussi loin que je vois cet homme, d'emprunter une contenance grave et importante, et qu'il avertisse que je crois le valoir bien et au-delà? Pour cela de me ramontevoir de mes bonnes qualités et conditions, et des siennes mauvaises, puis en faire la comparaison. C'est trop de travail pour moi, et ne suis du tout capable de si roide et si subite attention. Et quand bien elle m'aura succédé une première fois, je ne laisserai de fléchir et me démentir à une seconde tâche. Je ne puis me forcer et contraindre pour quelconque à être fier. 31. Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne conduite, l'on peut être insupportable. Les manières, que l'on néglige comme de petites choses, sont souvent ce qui fait que les hommes décident de vous en bien ou en mal. Une légère attention à les avoir douces et polies prévient leur mauvais jugement. Il ne faut presque rien pour être cru fier, incivil, méprisant, désobligeant. Il faut encore moins pour être estimé tout le contraire. 32. La politesse n'inspire pas toujours la bonté, l'équité, la complaisance, la gratitude. Elle en donne du moins les apparences, et fait paraître l'homme au dehors comme il devrait être intérieurement. L'on peut définir l'esprit de politesse, l'on ne peut en fixer la pratique. Elle suit l'usage et les coutumes reçues. Elle est attachée au temps, au lieu, aux personnes, et n'est point la même dans les deux sexes, ni dans les différentes conditions. L'esprit tout seul ne la fait pas deviner. Il fait qu'on la suit par imitation, et que l'on s'y perfectionne. Il y a des tempéraments qui ne sont susceptibles que de la politesse. Et il y en a d'autres qui ne servent qu'au grand talent, ou à une vertu solide. Il est vrai que les manières polies donnent cours au mérite, et le rendent agréable. Et qu'il faut avoir de bien éminentes qualités pour se soutenir sans la politesse. Il me semble que l'esprit de politesse est une certaine attention à faire que par nos paroles et par nos manières les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes. 33. C'est une faute contre la politesse que de louer immodérément, en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher un instrument, quelque autre personne qui a ces mêmes talents. Comme devant ceux qui vous lisent leurs vers, un autre poète. 34. Dans les repas ou les fêtes que l'on donne aux autres, dans les présents qu'on leur fait, et dans tous les plaisirs qu'on leur procure, il y a faire bien, et faire selon leur goût. Le dernier est préférable. 35. Il y aurait une espèce de férocité à rejeter indifféremment toutes sortes de louanges. L'on doit être sensible à celles qui nous viennent des gens de bien, qui louent en nous sincèrement des choses louables. 36. Un homme d'esprit, et qui est né fier, ne perd rien de sa fierté et de sa raideur pour se trouver pauvre. Si quelque chose au contraire doit amollir son humeur, le rendre plus doux et plus sociable, c'est un peu de prospérité. 37. Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le monde est plein n'est pas un fort bon caractère. Il faut dans le commerce des pièces d'or et de la monnaie. 38. Vivre avec des gens qui sont brouillés, et dont il faut écouter de part et d'autre les plaintes réciproques, c'est, pour ainsi dire, ne pas sortir de l'audience, et entendre du matin au soir plaider et parler procès. 39. L'on sait des gens qui avaient coulé leurs jours dans une union étroite. Leurs biens étaient en commun, ils n'avaient qu'une même demeure, ils ne se perdaient pas de vue.
Ils se sont aperçus à plus de 80 ans qu'ils devaient se quitter l'un l'autre et finir leur société. Ils n'avaient plus qu'un jour à vivre, et ils n'ont osé entreprendre de le passer ensemble. Ils se sont dépêchés de rompre avant que de mourir. Ils n'avaient de fond pour la complaisance que jusque-là. Ils ont trop vécu pour le bon exemple. Un moment plus tôt ils mouraient sociables, et laissaient après eux un rare modèle de la persévérance dans l'amitié. 40. L'intérieur des familles est souvent troublé par les défiances, par les jalousies et par l'antipathie, pendant que des dehors contents, paisibles et enjoués nous trompent, et nous y font supposer une paix qui n'y est point. Il y en a peu qui gagnent à être approfondis. Cette visite que vous rendez vient de suspendre une querelle domestique, qui n'attend que votre retraite pour recommencer. 41. Dans la société, c'est la raison qui plie la première. Les plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus bizarre. L'on étudie son faible, son humeur, ses caprices, l'on s'y accommode. L'on évite de le heurter, tout le monde lui cède. La moindre sérénité qui paraît sur son visage lui attire des éloges. On lui tient compte de n'être pas toujours insupportable. Il est craint, ménagé, obéi, quelquefois aimé. 42. Il n'y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux, ou qui en ont encore, et dont il s'agit d'hériter, qui puissent dire ce qu'il en coûte. 43. Cléante est un très honnête homme. Il s'est choisi une femme qui est la meilleure personne du monde et la plus raisonnable. Chacun, de sa part, fait tout le plaisir et tout l'agrément des sociétés où il se trouve. L'on ne peut voir ailleurs plus de probité, plus de politesse. Ils se quittent demain, et l'acte de leur séparation est tout dressé chez le notaire. Il y a, sans mentir, de certains mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, de certaines vertus incompatibles. 44. L'on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les conventions, mais faiblement sur les nourritures. Elles dépendent d'une union fragile de la belle-mère et de la bru, et qui périt souvent dans l'année du mariage. 45. Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une belle-mère aime son gendre, n'aime point sa bru. Tout est réciproque. 46. Ce qu'une marâtre aime le moins de tout ce qui est au monde, ce sont les enfants de son mari. Plus elle est folle de son mari, plus elle est marâtre. Les marâtres font déserter les villes et les bourgades, et ne peuplent pas moins la terre de mendiants, de vagabonds, de domestiques et d'esclaves, que la pauvreté. 47. G et H sont voisins de campagne, et leurs terres sont contiguës. Ils habitent une contrée déserte et solitaire. Éloignés des villes et de tout commerce, il semblait que la fuite d'une entière solitude ou l'amour de la société eût dû les assujettir à une liaison réciproque. Il est cependant difficile d'exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui les rend implacables l'un pour l'autre, et qui perpétuera leur haine dans leurs descendants. Jamais des parents, et même des frères, ne se sont brouillés pour une moindre chose. Je suppose qu'il n'y ait que 2 hommes sur la terre, qui la possèdent seuls, et qui la partagent tout entre eux deux. Je suis persuadé qu'il leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture, quand ce ne serait que pour les limites. 48. Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux autres que de faire que les autres s'ajustent à nous. 49. J'approche d'une petite ville, et je suis déjà sur une hauteur d'où je la découvre. Elle est située à mi-côte. Une rivière baigne ses murs, et coule ensuite dans une belle prairie. Elle a une forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de l'aquilon. Je la vois dans un jour si favorable, que je compte ses tours et ses clochers. Elle me paraît peinte sur le penchant de la colline. Je me récrie, et je dis. Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour si délicieux. Je descends dans la ville, où je n'ai pas couché de nuit, que je ressemble à ceux qui l'habitent. J'en veux sortir. 50. Il y a une chose que l'on n'a point vue sous le ciel et que selon toutes les apparences on ne verra jamais. C'est une petite ville qui n'est divisée en aucun parti. Où les familles sont unies, et où les cousins se voient avec confiance.
Où un mariage n'engendre point une guerre civile. Où la querelle des rangs ne se réveille pas à tout moment par l'offrande, l'encens et le pain béni, par les processions et par les obsèques. D'où l'on a banni les caquets, le mensonge et la médisance. Où l'on voit parler ensemble le bailli et le président, les élus et les assesseurs. Où le doyen vit bien avec ses chanoines. Où les chanoines ne dédaignent pas les chapelains, et où ceux-ci souffrent les chantres. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne Coin Livre Audio. N'oubliez pas de liker avec le pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. À bientôt.